Aux confins des Landes, du Pays basque et du Béarn, le pays de Bidache, c'est une histoire de rencontres. Rencontre entre l'eau et la pierre, rencontre entre les Basques et les Gascons, rencontre entre la famille Gramont et l'histoire de France. L'histoire des Gramont commence dans un petit village à une dizaine de kilomètres de Bidache, Viellenave. Au Moyen Âge, Viellenave était sur le chemin des pèlerins de Saint-Jacques de Compostelle qui venaient d'Arancou et se dirigeaient vers Arambels et Ostabat. Ils traversaient la Bidouze à Viellenave. Le pont tel que nous le voyons date du XVIIIe siècle, mais le moulin qui y est accolé est déjà mentionné en 1125. Les pèlerins se logeaient à l'Espitau et venaient prier dans la petite église de Saint-Jacques-le-Majeur. La chapelle date du XIIIe siècle avec son portail roman en plein cintre. Trois visages de pierre nous regardent, mais on remarque aussi deux têtes qui symbolisent la lune et le soleil. Curieusement, on retrouve ces mêmes symboles de la lune et du soleil sur le tympan de l'église Saint-André de Sauveterre de Béarn. À la même époque, et à quelques pas de là, sur la butte de la Moularie, les Gramont font construire une place forte. C'était un lieu d'observation privilégié sur la route de la Navarre. Quelques pans de murs subsistent encore, mais aujourd'hui, ce n'est plus les pèlerins que l'on guette, mais les palombes qui migrent vers le sud. De nombreux conflits sont relatés pendant ces temps reculés. Le château est plusieurs fois pris et rendu aux Gramont par le roi d'Angleterre, suzerain d'Aquitaine à cette époque. Mais, au XVe siècle, les Gramont quittent Viellenave pour s'installer définitivement sur une autre de leurs terres, à Bidache. Quatre époques vont marquer l'histoire de la construction du château de Bidache. Dès le XIIIe siècle, une place forte est érigée par les Gramont. De cette époque, nous pouvons toujours voir le donjon, appelé rondache, ainsi que deux tours de chaque côté de la porte d'entrée. C'est ce château que viennent assiéger en 1523 les troupes de Charles Quint commandées par le prince d'Orange. François Ier est alors en guerre avec Charles Quint. Les armées de l'empereur font le siège de Bayonne, dont Jean II de Gramont est le maire. Il défend vigoureusement sa ville. Les troupes du prince d'Orange ne réussissent pas à s'en emparer. En représailles, ils viennent assiéger le château de Bidache. Mais la résistance de ces 300 défenseurs est acharnée. Au bout de 3 jours, les impériaux réussirent à mettre le feu au château. L'incendie fut tel, écrit un chroniqueur, que les défenseurs périrent tous dans les flammes, à l'exception de quelques-uns qui, se précipitant du haut des murs, aimèrent mieux mourir percés par les piques, au bout desquelles l'ennemi les recevait. Le château est en grande partie détruit. Jean II de Gramont meurt en 1528 sans avoir eu le temps de le reconstruire. C'est sa sœur, Claire de Gramont, seule héritière du nom, aidée par son oncle l'archevêque de Bordeaux Charles de Gramont,
qui entreprend les travaux de reconstruction dans le style Renaissance. De cette époque date l'habillage à bandeaux de pierre, les consoles et les lucarnes à décor corinthien. Cette décoration fut appliquée à même les vieux murs du château fort. Le décor monumental classique des cheminées et la première galerie sur arcade de la cour d'honneur datent également de cette époque. Les travaux de reconstruction se terminèrent en 1539. En 1549, Antoine Ier, fils de Claire de Gramont, reçut fastueusement Antoine de Bourbon, neveu de François Ier, qui venait d'épouser Jeanne d'Albret, future reine de Navarre et mère d'Henri IV. Le 12 juillet 1565, le même Antoine Ier offre une réception somptueuse à Catherine de Médicis et Charles IX, de passage en Aquitaine. Les fastes sont encore dans les mémoires. Un poème gascon déclare que le petit Jésus, s'il n'avait choisi Bethléem pour y naître, aurait pu choisir le château de Bidache. Qui hat aurei jamai dit, puisque vous debet nache, que n'auretz pas choisit le castet de Bidache. Son fils, Antoine II de Gramont, fit procéder à de nombreux embellissements, avec entre autres le pavillon dit du Maréchal et une galerie monumentale à la façade parcourue de 5 pilastres colossaux portant des chapiteaux corinthiens et les armes ducales. Le sol était constitué d'un carrelage représentant des soldats. On avait ainsi l'impression de voir une armée en marche. Antoine III, son fils, nommé duc, père et maréchal de France par Louis XIV, ajouta encore d'autres embellissements dans l'esprit classique de l'époque. Une cage d'escalier monumentale occupe un nouveau pavillon à l'est et la tour médiévale est transformée en chapelle. À son sommet, il fait installer une bibliothèque avec plus de 1000 volumes. Des jardins à l'italienne sont créés avec bassins et jets d'eau. Une allée bordée d'arbres traverse le parc pour aller rejoindre sur l'Abidouze l'embarcadère privé des Gramont, sans oublier un vivier pour s'approvisionner en poissons fraîchement pêchés. Le 22 juillet 1659, le même Antoine III reçut le cardinal de Mazarin. Un gazetier de l'époque relate l'événement. Outre 1000 oiseaux délicats et grand nombre de fruits muscats, outre les rares confitures à repaître sans créature, outre plusieurs mets renommés, on y servit du jambon fumé qui provoquait si fort à boire qu'on y vida, d'après l'histoire, plus de 150 flacons. Je l'ai su par plusieurs garçons. Les derniers travaux datent du début du XVIIIe siècle avec la mise en place d'une monumentale porte d'entrée de style classique. Essayons d'imaginer le château tel qu'il était au début du XVIIIe siècle.
En 1790, Antoine VII perd ses droits de souverain avec le rattachement de Bidache à la France. Le château est réquisitionné pour en faire un hôpital militaire. Mais, en 1796, un terrible incendie qui dura près de 24 heures ravagea toutes ses beautés. Il fut parfois question de le reconstruire, mais les Gramont n'en poursuivirent pas l'idée. À Bidache, peut-on dire qu'il y a eu une souveraineté? Oui, mais les choses se sont faites progressivement. Les Gramont surent bénéficier d'une position historique et géographique assez particulière à notre pays. Il faut bien voir qu'en ces temps lointains, les cours des autres souverains étaient très éloignés. Le roi de France était souvent sur la Loire, dans les pays de Loire, parfois ailleurs. Le roi d'Angleterre, dont l'Aquitaine était sa possession, l'Aquitaine était anglaise pendant une très grande partie du Moyen-Âge, il était encore plus loin. Le roi de Navarre, lui, il siégeait de l'autre côté des Pyrénées, à Olité ou à Pampelune. Donc, Bidache était loin de tout. Et les Gramont surent profiter de cette position en s'imposant plutôt comme alliés de ces grands seigneurs que fidèles vassaux soumis. En 1580, Antoine Ier, lui, alla affirmer qu'il était souverain de Bidache. La souveraineté était en fait qu'un petit territoire, à peine plus grand que notre commune d'aujourd'hui. Et c'est sur ce petit territoire que les Gramont firent autorité de souveraineté. Encore une fois, même si le territoire est petit, il n'empêchait qu'il y avait une cour souveraine qui relevait du seul comte ou duc de Gramont. Les décisions de cette cour étaient sans appel possible, même devant le roi de France. Autre exemple de l'indépendance de Bidache. Eh bien, pendant longtemps, les comtes puis ducs de Gramont eurent leur armée, qu'on appela les bandes gramontoises. Et elles étaient importantes, puisqu'il y a eu jusqu'à 2000, voire 3000 hommes qui étaient aux ordres des Gramont, qui représentaient en fait l'armée des Gramont. Et encore une fois, là, ce noble seigneur que vous voyez, eh bien, était le commandant de cette armée, le chevalier de Picot. Le droit d'asile était aussi une des caractéristiques de la principauté, de toute principauté. À Bidache, les protestants dans un premier temps, puis les catholiques, car il faut bien dire que les Gramont, un peu comme leur seigneur Henri IV de France, ont changé plusieurs fois de religion, un petit peu en fonction de la nécessité des temps. Donc ils ont abrité des troupes royales françaises, des poursuites, les protestants dans un premier temps, les catholiques dans un deuxième temps, mais aussi, et là c'était une des sources de la richesse de Bidache, une communauté israélite qui est venue s'installer, et cette communauté a eu de nombreuses relations avec l'extérieur. Quand les Juifs ont été chassés d'Espagne, enfin la péninsule ibérique, d'abord de l'Espagne vraiment, puis ensuite du Portugal, à la fin du XVe siècle,
Ils sont remontés un petit peu, ils ont remonté les côtes et ils sont arrivés du côté de Bayonne et se sont installés là. Et à Bayonne, ils ont trouvé une situation politique un petit peu particulière puisque la famille de Gramont était maire héréditaire et gouverneur de Bayonne. Au fil du temps, évidemment, il y a eu des problèmes commerciaux, hein, même les Juifs qui n'étaient pas invités, disons, à venir commercer à Bayonne, au contraire, ils étaient parqués un petit peu à l'extérieur, sur la ville de Saint-Esprit, ont fini par avoir des problèmes de concurrence avec les commerçants bayonnais, et les commerçants bayonnais se sont plaints de ces difficultés avec les Juifs à leur porte. Donc ils se sont plaints au gouverneur de la ville. Et le gouverneur Gramont, voyant un problème à résoudre, a réalisé, avec l'aide du roi qui lui pressait de le faire, mais quand même, a réalisé que peut-être ces domaines de Gramont à l'intérieur des terres auraient bien besoin d'un renouveau économique que les Juifs pouvaient apporter, et les recevoir dans son domaine de Bidache permettait de les enlever de Bayonne, tout en les insérant dans ces terres de Bidache où ils pouvaient provoquer une certaine relance économique. C'était donc un mélange de convictions et d'intérêts qui a poussé Antoine III, le maréchal, à inviter les Juifs à venir dans sa souveraineté. On peut en déduire que les Juifs sont à Bidache, du moins en nombre, à partir entre 1650 et 1652. On est plein milieu 17e. Ils sont restés ici un peu plus d'un siècle, on va dire, de 1650 à 1780, on va dire. Et après, entre 1780 et la Révolution, ça a diminué un tout petit peu pour s'achever au moment où Gramont ne les protégeait plus, puisque, évidemment, la noblesse était un petit peu mise à bas par la Révolution, quoi. Donc il n'avait plus le protecteur, ils sont partis, les derniers sont partis, on dit qu'à la Révolution, il n'en restait plus que 2 familles. Bidache était une souveraineté et ne faisait pas partie du royaume de France. Et donc, les citoyens de Bidache n'avaient pas été convoqués aux États généraux en 1789. Ça les peinait un peu, mais ils voulaient quand même aller avec les idées nouvelles de l'époque, et donc, un certain Louis Perret fut envoyé à Paris pour représenter Bidache. La demande ne fut vraiment jamais examinée par la Convention. Et Bidache se trouva rattaché de fait à la République française, sans qu'il y ait véritablement eu de vote à ce sujet. Il perdait toute prééminence sur les villages avoisinants, puisqu'ils faisaient désormais partie du canton de Saint-Palais. Bon, ils ont réussi à devenir chef de canton, ce que Bidache est d'ailleurs chef de canton, ce que Bidache est toujours, mais la souveraineté, non, jamais elle n'a été récupérée par les Gramont, à la différence des Grimaldi, qui, eux, à Monaco, surent, à la Restauration, récupérer leur souveraineté sur le rocher de Monte-Carlo. Au pied du château, voici le bourg de Bidache. Une longue rue, la rue Saint-Jacques, avec des maisons de part et d'autre. Son implantation date vraisemblablement du XIe siècle. À l'arrière de toutes ces maisons s'ouvrent des potagers, très importants pour l'alimentation d'autrefois et encore d'aujourd'hui. En fait, le plan de Bidache n'a guère changé au cours des siècles. Sur le cadastre napoléonien, on peut voir la même implantation des maisons qu'aujourd'hui. L'architecture des maisons conserve une unité dans la structure de ces bâtiments. Maisons en profondeur, avec une façade étroite donnant sur la rue, à 1 ou 2 étages, séparées par des venelles qui les rendent indépendantes les unes des autres. Elles sont pour la plupart construites en pierre de Bidache, souvent recouvertes d'enduit, mais parfois aussi, pour les plus riches d'entre elles, en pierre de taille apparente.
Leur construction date pour la plupart du XVIIIe siècle, période faste pour Bidache. Deux maisons possèdent des arceaux ou arcades destinés autrefois à protéger les étals des marchands. Mais contrairement aux bourgs de type bastide, ces maisons viennent mordre sur la chaussée. Leur construction date probablement du XVIIe siècle. Une maison de maître, propriété de la famille Barthes au XVIIe siècle, porte la date de 1668 sur sa porte d'entrée, mais elle est certainement plus ancienne. Le nom de Barthes évoque cette dynastie de maçons et d'architectes qui œuvrèrent au XVIIe siècle au château de Bidache. D'autres demeures témoignent également de l'aisance de leurs propriétaires. La maison Fenouil, habitation des juges de Bidache, ou la maison Apremont, maison des chanoines, toutes deux d'époque Renaissance. Il reste encore 3 maisons à colombage, avec leurs avancées typiques sur la rue. Une, curieusement en partie en pierre, en partie en colombage, mais avec un toit commun, devait certainement constituer la porte d'entrée du bourg. Au pied du village, le quartier du port, sur la Bidouze, dominé par le donjon du château. Il y a peu de temps encore, de nombreuses embarcations descendaient son cours jusqu'à Bayonne, chargées de barriques de vin de Jurançon, de sel de Salis, de jambon de Lahontan, de bois de chauffage de la forêt de Mix, alors que dans l'autre sens remontaient des ballots de drap d'Angleterre, de toiles de Hollande, d'épices des îles et de bien d'autres denrées. Les galupes, ou gabarres, assuraient le trafic. C'étaient de grosses embarcations à fond plat, bien adaptées à la navigation du réseau fluvial. Il fallait alors près de 3 journées pour aller de Bidache à Bayonne. À la Belle Époque, c'est le vapeur L'Éclair qui emmenait passagers et animaux de Bidache à Bayonne. Empruntons cette bidouze qui s'engage dans une campagne qu'elle enlace mollement de ses nombreux méandres. En partant du port de Cam, dernier point où la marée se fait ressentir, et après avoir passé Bidache, la bidouze traverse les Barthes de Sam et de Guiche pour venir buter sur le promontoire où se niche l'ancienne forteresse de Guiche, bien placée pour surveiller le trafic fluvial. C'est au bec de Bidouze que notre sinueuse rivière se jette dans l'Adour pour former un fleuve digne de l'Amazonie, large, calme, majestueux. Voie de transport, la Bidouze et l'Adour formaient aussi une réserve qui semblait inépuisable d'aloses, de brochets, de carpes, d'anguilles et de pibales. Les temps ont changé. L'alose et l'anguille se font rares. Quant au peu de pibales qui subsistent, elles s'envolent à prix d'or vers le Japon. Cette eau, omniprésente dans le pays de Bidache, trouvait encore bien d'autres usages. Les meuniers l'avaient domestiquée pour faire tourner leurs lourdes meules, et ils étaient nombreux les moulins dans le duché.
moulin de Gramont, moulin de Roby, moulin d'Hermoun, moulin de Bordenave, moulin de Viellenave et bien d'autres encore. Quant aux fontaines, si elles rafraîchissent toujours nos belles journées d'été, leur eau a été déclarée impropre à la consommation humaine après avoir été bue pendant des décennies. Encore une fois, les temps changent et les lavoirs ne se font plus l'écho des dernières nouvelles du village. Mais nous ne devons pas oublier que l'eau fut lavoir royale pour le transport de la pierre de Bidache, qui servit dans de très nombreuses constructions de la région, et cela depuis la nuit des temps. La naissance de la pierre de Bidache, c'est une succession de drames absolument importants, puisque si l'on veut commencer par l'histoire antérieure, l'histoire, chaque individu a une histoire propre, mais c'est aussi l'histoire de ses ascendants. Et là c'est pareil, avant la pierre de Bidache, qu'est-ce qui s'est passé? Et ça c'est fondamental. Il y a premièrement, alors que toute l'Aquitaine, tout ce qui est Libérie, enfin, c'était des noms évidemment qui n'existaient pas, qu'on a affublés depuis peu, depuis l'histoire humaine, mais tout ça était sous l'eau, sous une mer qui n'était pas à ce moment-là très profonde. Une centaine de mètres, c'était une plateforme, à peu près tout. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'à l'intérieur, tout était lié par une croûte continentale. C'était un même système qui était en place, mais dessous, il y avait une immense machinerie, une immense chaufferie, et le magma était repris sous des formes orbiculaires, montait, descendait, et arrivait à créer des tensions sur la croûte, donc une large déchirure au niveau du golfe de Gascogne. Qu'est-ce qui s'est passé? Le magma s'est précipité par cette déchirure et s'est répandu sur la croûte continentale, et à la place de la croûte continentale, on a eu le plancher océanique. Le golfe de Gascogne a gagné ses titres de noblesse. D'une mer, il est devenu un océan. Et le magma a poussé l'Ibérie sur son flanc, et l'Ibérie est partie en dérive sud, et ensuite elle a pivoté, et elle est partie en dérive ouest-est. Et en partant en dérive ouest-est, elle a créé une immense déchirure ouest-est, tout au sud de l'Aquitaine, et a créé donc une immense déchirure qu'on appelait le sillon pyrénéen. Et ce sillon pyrénéen s'est approfondi de telle manière qu'il y a eu des milliers de mètres de sédiments qui se sont accumulés dans ce sillon. Ils se sont accumulés à la faveur d'avalanches qui sont parties de chaque côté de sillon, la marge aquitaine et la marge ibérique, et tous ces sédiments, et de sud au nord et du nord au sud, se déclenchaient des avalanches énormes, créées par des courants tumultueux, turbulents, qui créaient des érosions extraordinaires, avec des chenaux qui emportaient ces courants chargés de sédiments, qu'on appelait des turbidites. C'était des courants turbides, donc des turbidites, et ces turbidites, à un moment donné, le courant, perdant de sa compétence, se délestait de tout son sédiment et se déposait dans des profondeurs de milliers de mètres, et c'était donc la pierre de Bidache et ses attenants. Mais l'histoire n'est pas finie. Et cette pauvre pierre de Bidache, qui avait déjà vu pas mal de tourments avec ses avalanches quand elle s'est déposée, et à ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que géologiquement, l'Afrique s'est mise en mouvement, est venue du sud, a poussé l'Ibérie, et l'Ibérie est venue s'affronter à l'Aquitaine. Et s'affrontant à l'Aquitaine, elle a compressé tous ces sédiments qui ont monté en altitude jusqu'il y a moins de 30 millions d'années à peu près. Ça a été la surrection pyrénéenne, la formation des Pyrénées. Il y a moins de 30 millions d'années, c'était le paroxysme. Et évidemment, quand elle est arrivée à un niveau très élevé, les pesanteurs successives ont fait qu'elle s'est déployée en éventail, et que de chaque côté, et vers le nord et vers le sud, c'est-à-dire
et vers l'Aquitaine et vers l'Aragon se sont répandus tout ce qui était en altitude. Et il se trouve que la pierre de Bidache, qui a été donc remontée par cette surrection, cette compression est liée à l'affrontement de l'Ibérie et de l'Aquitaine, cette pierre de Bidache a basculé et elle a fait 20 ou 25 ou 30 km et vers le nord et est arrivée en pays qu'on appelle maintenant le pays Charnègue. Et voilà donc comment la pierre de Bidache est arrivée là et est maintenant exondée évidemment à la faveur de cette surrection pyrénéenne. Elle est née dans un fossé profond à des milliers de mètres, elle a été surélevée par la surrection pyrénéenne et elle a glissé le long du flanc nord et est arrivée en pays Charnègue, là où nous l'exploitons actuellement. Il y a beaucoup de choses de particulier. Par exemple, c'est une pierre, un calcaire très dur. Et ce calcaire dur renferme des veines, des rognons de silex. Ce silex que les tailleurs de pierre d'autrefois appelaient la tigne, qui n'aimaient pas du tout retrouver contre leurs outils parce que le silex était plus dur que l'acier qu'ils avaient à l'époque. Donc ce silex a dégénéré petit à petit, ce nom a dégénéré petit à petit, et même les joueurs de rugby qui étaient sur le terrain, qui étaient un peu durs, un peu coléreux, on disait « Ouh, celui-là, il est tignos », par exemple. Oui. Donc, elle avait ça de particulier. Ensuite, pour l'extraire, il était très facile d'extraire la pierre à Bidache, puisque les carrières se présentent par bancs qui sont de différentes épaisseurs. Ça commence en haut, au ras de la terre, parce que les bancs de pierre à Bidache étaient à 20, 30, 40 cm au-dessous de la terre. Donc, ça commençait par 2 cm, 3 cm, on faisait les dalles avec des petits pour marcher, etc. Et ça allait jusqu'à 40 mètres de profondeur, où là, on trouvait un banc de 1,50 m. Souvent en 2 morceaux, mais c'était le même banc à 2,50 m. Donc, pour extraire ces pierres, c'était beaucoup plus facile à ce moment-là, parce qu'il n'y avait que le pic et la pioche et la pelle pour pouvoir les sortir de leur prison. Ce qui faisait que les carriers, c'était une spécialité, ces carriers, c'était les maîtres de la carrière. Il commandait, même le patron, il disait au patron, non, celui-là, il ne faut pas le prendre maintenant parce que ceci, parce que cela. Il y avait toujours quelque chose et il ne faisait en fait que ce qu'il voulait pour extraire convenablement une pierre. Tous les ans, le jour de l'Ascension, la confrérie des tailleurs de pierre se réunit pour honorer tous ces hommes qui ont su donner à la pierre de Bidache ses lettres de noblesse. Une messe solennelle est dite en l'église de Saint-Jacques-le-Majeur, suivie d'une procession à travers les rues de Bidache. La pierre de Bidache, résistante à l'usure du temps et aux assauts des hommes, fut abondamment utilisée dans les constructions de la région. Déjà, les Romains appréciaient ses qualités pour construire les remparts de Bayonne ou de Dax. Au Moyen-Âge, Gaston Phébus s'en servit pour le donjon de la Bastide de Villefranche. Mais sans le réseau fluvial que constituent l'Adour et ses affluents, jamais son rayonnement n'aurait pu atteindre l'importance régionale que nous lui connaissons. D'anciennes photos montrent des quais de l'Adour et de la Bidouze chargés de pierres. C'est ainsi que nous retrouvons la pierre de Bidache à Astengue, abbaye d'Artus, partie XVIIe siècle. Sort de l'abbaye, bâtiments abbatiaux
XVIIe siècle, Josse, église Sainte-Foy d'Agen, Dax, fontaine et maison, Ponton sur la Dour, cour intérieure XVIIe siècle, Poyanne, château. Sans doute apportée par voie de terre, nous la retrouvons encore à Saint-Jean-de-Luz, église Saint-Jean-Baptiste, Cibourg, fort de Sokoa et tour de Bordaguin, Biarritz, le phare, construit en 1830. Au XVIIIe siècle, elle servit aussi de lest aux navires. Des carreaux de Bidache arrivèrent ainsi en Martinique ou en Guadeloupe. Au milieu du XIXe siècle, elle arrivait par chemin de fer dans la nouvelle station balnéaire de Biarritz et fut utilisée pour la construction de nombreuses villas. Villa Louison-Bobet, Villa Covadis, maison ayant appartenu à Coco Chanel, Château d'Ilbaritz. Depuis le XVIIIe siècle, comme dans tout le sud-ouest, la culture du maïs ou blé d'Inde connut une importante expansion qui est toujours d'actualité. Une autre culture est aujourd'hui en plein développement, celle du kiwi. La blonde d'Aquitaine, le porc et le canard font partie des paysages du sud-ouest, mais l'élevage de l'anglo-arabe dans les Barthes est bien spécifique au pays de Bidache. Les Gramonts ont en effet toujours manifesté un grand intérêt pour les chevaux afin de satisfaire leurs besoins personnels et ceux de leur armée, les bandes gramontoises. C'est ainsi que vers le milieu du XVIIe siècle, ils firent construire de vastes écuries à côté du château, pouvant loger plus de 70 chevaux pour leur cavalerie. Ils améliorèrent une souche locale, le navarin, variété de cheval espagnol naturellement vif et élégant. Napoléon, qui appréciait ses qualités, fit procéder avec des souches arabes pour en améliorer la résistance. À la Restauration, les progrès des techniques de reproduction, auxquels fut associé le duc de Guiche, futur Antoine IX de Gramont, permirent de réaliser des métissages avec le pur sang anglais pour en augmenter la taille et la rapidité. La race anglo-arabe fut ainsi créée et reconnue dans le Stud Book dès 1833. Un terrain particulièrement propice à l'élevage des chevaux attira de nombreux éleveurs sur les Barthes du pays de Bidache. Gilles Ponce fait partie de ces familles d'éleveurs. Plusieurs fois classé en épreuves internationales de concours complet, vice-champion d'Europe par équipe en 1995, il nous parle de la race des Anglo-Arabes. Bon, effectivement, l'anglo-arabe est une race très ancienne qui est née ici sur les bords des Gaves et de l'Adour. Donc c'est ici vraiment le berceau de l'anglo-arabe. Alors c'est une race qui existe depuis longtemps et qui a été créée au temps de Napoléon et donc qui est essentiellement servait pour fournir l'armée et la cavalerie à cheval. Donc tous les chevaux étaient élevés surtout donc pour l'armée essentiellement. Alors l'anglo-arabe a beaucoup de qualités, peut-être des défauts aussi, mais pas mal de qualités quand même.
Donc dans ses qualités, c'est un cheval robuste, expressif, sensible. Et donc c'est des qualités intéressantes pour des tas de choses. Donc autrefois, c'est vrai, pour le travail, ils avaient besoin des chevaux énergiques, qui récupèrent bien, qui sont solides. Et maintenant, ce qu'on retrouve un peu dans la compétition, c'est on recherche aussi des chevaux assez expressifs, avec un peu de tempérament. Voilà, parce que la compétition, c'est quand même, il faut se battre, donc il faut des chevaux courageux et des chevaux énergiques, avec de l'expression et du tempérament. Donc effectivement, l'anglo-arabe correspond assez bien pour la compétition que je pratique. N'ei pas jamais tourné cercaus Euskaraz, occitan Se bosu canzuen bascu de mana tumpai Na 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 Euskaraz, occitan Ai bau cantuat biarneșes Galizak Amari